thématique très importante. Donc, c'est la réglementation environnementale et veille juridique. Donc, j'ai fait exprès de choisir cette thématique compte tenu j'ai remarqué qu'il y a une grande méconnaissance des textes législatifs dans différentes disciplines, alors que la réglementation est une solution clé à nos différentes préoccupations, que ce soit environnementale, énergétique ou autre. Donc, il faut d'abord maîtriser les procédures afin de réussir le bon fonctionnement de nos entreprises énergétiques et industrielles. Et il y a à noter aussi que pour réussir les procédures et les méthodologies au sein de l'entreprise, il faut quand même maîtriser la réglementation et les différents textes législatifs et renforcer la veille juridique au sein de nos différentes entreprises, bien sûr. Donc, je précise là qu'avant d'aller à l'international et essayer d'instaurer les différents systèmes internationaux, il faut algérianiser nos procédures au sein de nos entreprises. Donc, il faut qu'il y ait une bonne maîtrise de nos textes, lois, arrêtés et circulaires. D'autant plus que actuellement, le monde vit une période difficile, charnière et transitoire aggravée par une crise multidimensionnelle, économique, sécuritaire et surtout environnementale. Donc, les préoccupations sur le plan environnemental à l'échelle nationale et internationale s'accélèrent jour après jour, compte tenu des répercussions néfastes dues au non-respect des normes d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement dans différents domaines, en particulier le secteur industriel et énergétique. Donc, cet enjeu a pour objectif de faire face au réchauffement climatique, à la désertification, à la déforestation, à l'éradication des espèces animales et aux inondations. Quand on parle de protection de l'environnement ou du management environnemental, il y a lieu de maîtriser certaines notions de base, donc, et de maîtriser aussi le vocabulaire environnemental. C'est quoi le vocabulaire environnemental? Entre autres, il y a une expression qui est très courante ces derniers temps, qui est le développement durable. Donc, c'est quoi le développement durable? Donc, le développement durable est un système d'action et de choix techniques et économiques stratégiques, bien sûr. Quand je dis stratégique, c'est-à-dire à court, à moyen et long terme, pouvant apporter des améliorations pour la préservation des différentes sources naturelles, donc c'est l'air, eau et sol, une meilleure protection de la biodiversité des écosystèmes, assurant ainsi la pérennité des établissements à long terme. Donc, si on a, par exemple, une centrale électrique avec une durée de vie de 25 ans, si on apporte des actions correctives dans différentes chaînes, dans différentes chaînes de production, de services et autres, on peut aller au-delà de 25 ans, pourquoi pas 30 ans à 35 ans, garder la centrale ou l'entreprise industrielle en général en bon état, y compris les travailleurs, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie des travailleurs et leur environnement. Quelle est la démarche à adopter pour assurer le développement durable d'un établissement? Donc, la notion de développement durable nous invite à mettre en place tout un dispositif d'action de façon qu'il réponde aux besoins de l'établissement. Et donc, pour ce faire, les activités de création de richesse doivent tenir compte de 3 dimensions indissociables. Donc, il y a lieu d'apporter des améliorations sur 3 volets essentiels, qui est le volet, bien sûr, environnemental, social et économique. Sur le plan environnemental, donc il y a lieu de réduire, bien sûr, les émissions de gaz à effet de serre et de toute autre substance affectant la couche d'ozone, traitement des effluents liquides de l'établissement, gérer au mieux les déchets solides de l'établissement, permettre une meilleure utilisation et gestion de l'énergie,
protéger la biodiversité et les écosystèmes. Sur le plan social, maintenir et améliorer les conditions de travail, permettre un transfert des connaissances et des compétences à l'ensemble des parties prenantes, permettre une répartition adéquate des richesses pour l'ancrage des populations dans le milieu. C'est-à-dire qu'améliorer les conditions de vie, non seulement des travailleurs, mais préserver aussi et protéger l'environnement en général, même l'environnement des populations avoisinantes de l'établissement, de notre établissement, que ce soit énergétique ou industriel. Vous allez me dire pourquoi cette action. Je dirais c'est dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est-à-dire pour fixer bien sûr les populations avoisinantes à l'entreprise, les fixer sur leur terre et remédier aux problèmes de l'exode rural. Donc, sur le plan économique, augmenter l'efficacité de l'entreprise et du secteur d'activité, favoriser les bonnes pratiques et les relations commerciales, favoriser l'innovation et la compétitivité des entreprises. Maintenant, on vient voir tout ce qui est cadre juridique, premièrement pour le développement durable. Donc, afin d'assurer la pérennité d'un établissement dans le cadre du développement durable, il y a lieu de s'appuyer dans ce contexte sur trois importants textes législatifs. Donc, il y a trois lois à appliquer dans le cadre du développement durable. Je vous recommande de prendre note, bien sûr, c'est les références des textes. Comme ça, ça va vous servir comme un référentiel dans le cadre de la protection de l'environnement. Donc, la loi 0310 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable. Donc, ce n'est plus la loi parue en 83, donc c'est de l'ancien. Maintenant, c'est la loi 0310 qui est en vigueur. La loi 0420 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable. Cette loi, je vous éclaire, si elle a été bien appliquée lors de la crise du Covid, donc on aurait pu dépasser certaines problématiques qui étaient vraiment difficiles à l'époque. Donc, il y a lieu dans cette loi, si on détecte n'importe quel problème ou risque majeur, donc il y a en premier lieu, il faut informer. Donc, c'est l'information concernant le risque ou la catastrophe s'il y a, c'est-à-dire si on détecte un risque ou c'est-à-dire un problème majeur. Il y a aussi la loi qui est apparue récemment, donc c'est une nouvelle loi, la loi 2404 du 26 février 2024 portant sur les règles de prévention, d'intervention, de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable. Maintenant, on va voir l'écologie industrielle. Donc, on a vu le développement durable. Maintenant, c'est l'écologie industrielle. Donc, l'écologie industrielle est une notion et une pratique récente du management environnemental visant à limiter les impacts de l'industrie sur l'environnement, fondée sur l'analyse des flux de matière et d'énergie. L'écologie industrielle cherche à avoir une approche globale du système industriel en le représentant comme un écosystème, à le rendre compatible avec les écosystèmes naturels. C'est-à-dire, quand on parle d'écologie industrielle, on parle en quelque sorte de l'économie circulaire. Donc, comment bien gérer nos déchets? S'il y a lieu de traiter sur place le déchet dans la chaîne c'est-à-dire de production, donc intégrer la gestion du déchet dans la chaîne de production. Et comme ça, on aura un gain, pourquoi pas, en énergie et en matière. On va voir ça par la suite. Donc, maintenant, l'installation, c'est quoi une installation classée? Donc, installation classée, c'est toute une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs activités figurant dans la nomenclature des installations classées
tels que fixés par la réglementation en vigueur. Donc, maintenant, une installation classée, c'est tout ce qui est chaudière, tout ce qui est poste électrique, tout ce qui est appareillage, tout ce qui est silo, donc les différentes installations formant l'établissement classé. Donc, de ce fait, l'établissement classé, c'est un ensemble de la zone d'implantation comportant une ou plusieurs installations classées et qui relève de la responsabilité d'une personne physique ou morale, publique ou privée, qui détient, exploite ou fait exploiter l'établissement et les installations classées qui en relèvent. L'établissement peut être, bien sûr, énergétique ou industriel. Je vous donne ici des exemples sur les différents établissements classés, donc à caractère énergétique, donc la centrale électrique. Vous avez ici la centrale électrique de Cap-du-Net, réceptionnée en juin 2019 avec une capacité de 1200 gigawatts par an. Sur le plan industriel, dans le domaine industriel, vous avez la cimenterie, par exemple, de Schleff, avec une production de 400 000 tonnes par an de clinker exporté. Il y a aussi le cas des différentes canalisations à haute pression, parce que j'ai remarqué qu'il y a une grande confusion, une méconnaissance, bien sûr, des établissements classés, la signification, le sens exact d'un établissement classé. Donc, les différentes canalisations, que ce soit le gazoduc à haute pression, que ce soit le pipe GPL à haute pression, que ce soit l'oléoduc, c'est-à-dire pour le transport des hydrocarbures, je dis bien à haute pression, tout ça est considéré, toutes ces canalisations sont considérées comme des établissements classés. Donc, là, c'est la même, donc ils sont régis par la même réglementation qui a appliqué sur les établissements industriels ou énergétiques tels que les centrales ou les unités industrielles. Donc, c'est toute une procédure pour la mise en service, pour les essais hydrostatiques. Donc, c'est la même réglementation que les autres complexes industriels. Le cadre juridique régissant les établissements classés. Donc, nous avons trois principaux textes qu'on applique en parallèle pour les procédures administratives et techniques, parce que la réglementation, non seulement elle nous donne la procédure administrative à suivre pour, c'est-à-dire régulariser les différentes situations administratives, mais elle nous donne aussi l'aspect technique, chose qui est méconnaissable par l'ensemble des opérateurs. Donc, vous avez ici le premier texte, c'est le décret exécutif numéro 0698 du 31 mai 2006, définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l'environnement. Le présent décret décrit avec précision la procédure administrative suivie pour l'obtention de l'arrêté d'exploitation d'un établissement classé par l'élaboration de l'étude ou la notice d'impact sur l'environnement et l'étude de danger. Donc, l'arrêté d'exploitation, c'est une pièce maîtresse pour c'est-à-dire pour la mise en service de notre établissement classé. Donc, l'obtention, je dis bien l'obtention du permis de construire, donc elle est subordonnée à l'octroi de l'arrêté d'exploitation. Donc, on ne peut pas avoir le permis de construire d'un établissement classé sans avoir l'arrêté d'exploitation. Et l'arrêté d'exploitation, pour l'avoir, il faut élaborer des études, bien sûr, selon la classification de notre établissement. Donc, s'il est de première catégorie, deuxième catégorie, ou troisième catégorie, ou quatrième catégorie. Donc, il y a quatre classifications, quatre catégories de l'établissement classé. Maintenant, il y a un autre point c'est-à-dire je veux évoquer et que j'ai remarqué aussi
à travers mon parcours professionnel. Donc, quand on élabore des études, donc l'étude d'impact sur l'environnement et l'étude de danger, l'étude d'impact sur l'environnement et l'étude de danger, ce sont deux pièces maîtresses de l'établissement. Donc, il faut exploiter ces études-là et non pas les mettre dans le tiroir et fermer et ne pas les revoir par la suite. Parce qu'à travers l'étude d'impact sur l'environnement, on peut identifier les impacts de l'activité industrielle sur l'environnement et quand même faire un recensement des différentes défaillances de notre entreprise sur l'environnement. Et également pour l'étude de danger, à travers l'étude de danger, on peut identifier les différents risques que présente notre établissement classé et par la suite agir sur le plan HSE, hygiène, sécurité, environnement. Et ces études-là, ça aide énormément les gens qui sont chargés du volet HSE, c'est-à-dire pour faire l'audit, pour suivre, pour recenser les différents risques, que ce soit les risques sur le plan sécuritaire ou sur le plan environnemental. Donc, vous voyez que concernant les procédures, c'est-à-dire pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, il y a une grande défaillance quand même et une méconnaissance de l'acheminement des procédures administratives. Donc, je reviens à la classification. J'ai dit qu'il y a quatre catégories pour le classement des établissements classés. Donc, cette classification, elle est donnée par le décret exécutif 0744 du 19 mai 2007 définissant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, le présent décret donne les différentes catégories de dangers relatives aux activités industrielles répertoriées dans des listes. Donc, on trouve dans ce décret plusieurs listes définissant ainsi le type d'arrêté d'exploitation. Est-ce que c'est un arrêté qui va être délivré par le ministère s'il s'agit d'un établissement de première catégorie, là où le risque est majeur, comme les centrales électriques, comme par exemple les canalisations à haute pression, comme les centrifugeurs. Donc, sinon, arrêté d'exploitation de wilaya, du pré-APC ou simplement une déclaration. Donc, la classification de l'établissement repose en premier lieu sur le type d'activité. Donc, sur la liste, il y a donc sur la liste figure le type d'activité, la capacité de production et les produits chimiques utilisés dans le procédé. Et à travers ces paramètres, on peut classifier notre établissement. Il y a le troisième texte, c'est décret exécutif numéro 07145 du 19 mai 2007, déterminant le champ d'application, le contenu et les modalités d'approbation des études et des notices d'impact sur l'environnement, modifié et complété d'abord par le décret exécutif numéro 18255 du 9 octobre 2018 et ensuite par le décret exécutif numéro 19241 du 8 septembre 2019. Donc, dans ce texte, il y a la méthodologie d'approbation, comment approuver les études d'impact et de danger. Voilà. Donc, il y a aussi, toujours dans le même contexte, il y a l'arrêté interministériel du 14 septembre 2014 en application des dispositions de l'article 15 du décret exécutif 06-198 du 31 mai 2006, cité ci-dessus. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'examen et d'approbation des études de danger. Donc, cet arrêté nous donne la démarche à suivre pour approuver les différentes études et c'est-à-dire il y a lieu aussi de faire des inspections sur site après avoir consulté les études, c'est-à-dire
théoriquement. Donc, on se déplace et on va voir s'il y a une conformité entre ce qui a été établi dans les études et sur site, c'est-à-dire sur chantier. Donc, vous avez le décret exécutif numéro 22-167 du 19 avril 2022. Ce décret de la dernière chance stipule que les entreprises industrielles sont dans l'obligation de régulariser leur situation à partir du 19 avril 2022 et disposeront de cette possibilité durant un délai d'1 an seulement, lequel prendra fin à la même date de l'année 2023. Donc, ce décret vient au secours des gens qui étaient en retard pour l'obtention de l'arrêté d'exploitation. Donc, sur le plan, par exemple, je vous donne un exemple sur le plan énergétique. Par exemple, quand on sort sur terrain et on fait l'inspection, si on remarque que notre ouvrage ou notre établissement classé est réalisé sur le périmètre de protection d'un gazoduc ou sous un câble de haute tension, donc c'est carrément un avis défavorable. Donc, il faut régulariser cette situation et tout sera bloqué par la suite. Donc, au niveau, par exemple, nous, à Blida, il y a un cas où toute une zone industrielle est transgressée par le passage d'un pipe GPL de haute pression, propane-butane. Et donc, toutes les unités qui piétinent ce pipe, donc, ils n'ont pas obtenu l'arrêté d'exploitation. Donc, ils ne peuvent pas s'acquérir par exemple, des installations, de nouvelles installations industrielles ou équipements. Ils ne peuvent pas aussi faire des extensions au niveau de leurs entreprises. Donc, ce paramètre a bloqué, donc le fait de ne pas obtenir l'arrêté d'exploitation, ça a bloqué les autres procédures et donc ça a créé quand même un problème considérable. Cadre juridique régissant toujours les établissements classés. Donc, nous avons le décret exécutif numéro 07-207 du 30 juin 2007, réglementant l'usage des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, de leur mélange et des produits qui en contiennent. Ce texte, il a été modifié. Il a été modifié d'abord par le décret exécutif 1310 du 17 mars 2013, toujours réglementant l'usage des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, de leur mélange et des produits qui en contiennent. Donc, il a été abrogé. Donc, le premier texte, il a été abrogé par le décret exécutif 1310 du 17 mars 2013. Et vous avez aussi le décret exécutif numéro 1042 du 23 mai 2010 qui a modifié le décret exécutif numéro 07207 réglementant l'usage des substances. Dans ce cas, c'est-à-dire que le décret exécutif 07207 n'est plus en vigueur. Donc, il a été modifié. Donc, par le décret 13, il a été abrogé par le décret 1310 et modifié par le décret numéro 10-142 du 23 mai 2010. Donc, il ne faut plus appliquer le 07-207. Maintenant, tout ce qui est texte régissant les produits chimiques réglementés. Donc, les deux textes suivants ont été élaborés en vue de maîtriser les mesures sécuritaires relatives au stockage et au transport des produits chimiques dangereux. Il y a le décret exécutif numéro 03-451 du 1er décembre 2003, définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux, ainsi que les récipients de gaz sous pression, modifié par le décret exécutif numéro 1019 du 12 janvier 2010.
Donc, la liste et la classification des matières et des produits chimiques dangereux sont fixées par arrêté interministériel des ministres chargés de l'énergie, des mines et de l'industrie. Donc, pour l'acquisition de produits chimiques, l'acquisition sur le marché local ou l'importation des produits chimiques ou des produits sensibles réglementés, il faut toute une procédure, des dossiers à déposer en 3 exemplaires, faire des enquêtes par les différents services afin d'obtenir les quantités requises qui rentrent dans la production des différents produits. Vous avez aussi le décret exécutif 03-452 du 1er décembre 2003 fixant les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses. Là, c'est pour donner l'autorisation de transport des produits chimiques. Donc, les matières dangereuses sont rangées en 9 classes énumérées, réparties en fonction de leurs caractéristiques propres ainsi que la nature des dangers qu'elle présente. Donc, chaque produit chimique lui faut un emballage approprié pour éviter tout risque qui peut survenir. Maintenant, on va voir aussi un paramètre, je dirais, très important qui assure le bon fonctionnement de nos entreprises et quand même qui présente, c'est-à-dire une problématique c'est-à-dire sur laquelle il faut se pencher. Donc, c'est la gestion des déchets. La gestion des déchets solides, liquides et gazeux. Dans le cas des déchets solides, donc, il y a la loi numéro 0119, donc du 12 décembre 2001, relative, là, c'est une loi générale qui va gérer, qui parle en général des différents types de déchets. Donc, elle est relative à la gestion, le contrôle et l'élimination des déchets. Donc, la présente loi repose sur les principes suivants: la prévention et la réduction de la production et de la nocivité des déchets à la source, l'organisation du tri, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, la valorisation des déchets par leur réemploi, leur recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir, c'est-à-dire des différents traitements. Donc, la valorisation, bien sûr, des déchets, que ce soit la valorisation énergétique ou matière. Donc, pour assurer la protection de l'environnement. Le décret exécutif 06-104 du 26 février 2006 fixant la nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux. Le présent décret a pour objet, en application des dispositions de l'article 5 de la loi numéro 0310, de fixer la nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux, classifiés en 4 classes, notamment les déchets ménagers et assimilés, inertes, spéciaux et spéciaux dangereux. La nomenclature des déchets est composée de 20 chapitres, 111 sections et 815 rubriques de déchets, dont 395 classées dangereuses. Donc, ce décret définit avec exactitude et donne avec exactitude la nomenclature des différents déchets. Donc, sous forme pyramidale. Maintenant, si vous consultez ce décret, vous allez voir qu'il y a une nomenclature sous forme pyramidale composée des différents chapitres, des 20 chapitres, des 111 sections et 815 rubriques de déchets qu'on a dans 395 classées dangereuses. Il y a aussi le décret exécutif numéro 1910 du 23 janvier 2019
réglementant l'exportation des déchets spéciaux dangereux. Donc, ce décret, pourquoi on l'a établi? Parce qu'on a des déchets là où le procédé de traitement n'existe pas en Algérie. On est obligé d'exporter les déchets pour le traiter ou pour, c'est-à-dire le réutiliser. Le présent décret précise que l'autorisation d'exploitation des déchets spéciaux dangereux n'est délivrée qu'après une enquête effectuée par les services de l'environnement pour s'assurer qu'aucune installation de traitement au niveau national n'est prévue pour la valorisation ou l'élimination des déchets spéciaux dangereux. Par exemple, vous avez les huiles ascarelles, les PCB, les polychlorures de biphényl. Donc, vous avez là les transformateurs électriques à base d'ascarel, donc qui ont été interdits à partir de l'année 87, donc depuis août 87. La législation algérienne interdit, dans le cadre du décret numéro 87-182, l'importation, la fabrication, l'installation, l'achat, la vente, la cession à titre gratuit ou onéreux des huiles à base de PCB, des équipements électriques qui en contiennent et des matériaux contaminés par ce produit. Je dirais qu'il existe toujours des transformateurs électriques à base d'ascarel qui sont quand même stockés comme ça d'une manière aléatoire à l'air libre alors qu'ils présentent des dangers, c'est-à-dire sur le plan santé. C'est des composés cancérigènes. Et bien sûr, il faut quand même des conditions de stockage vraiment, c'est-à-dire appropriées et ne pas les laisser comme ça, c'est-à-dire à l'air libre. Nous avons ici en Algérie, nous avons deux aires de stockage. Deux aires de stockage, l'une à Larouat, à Hassirmel, et l'autre à Djelfa, Hassi Bahbah. Donc, il faut quand même collecter tous les transformateurs électriques à base de PCB et les stocker et les éloigner des allées de circulation. Mais malheureusement, d'après les inspections que j'ai faites, j'ai trouvé qu'il y a toujours c'est-à-dire un stockage comme ça à l'air libre et vraiment ça m'a étonnée comment la direction de l'environnement n'a pas pris les choses au sérieux. L'interdiction a été confirmée par la suite dans le décret exécutif numéro 06 430 du 26 novembre 2006, le décret exécutif numéro 03 477 du 9 décembre 2003, fixant les modalités et les procédures d'élaboration, de publication et de révision du plan national de gestion des déchets spéciaux. Celui-ci est élaboré par une commission présidée par le ministère chargé de l'environnement ou son représentant. Il y a il y a eu quand même des décès suite au stockage des PCB, là où il y avait des 6 agents de sécurité qui surveillaient l'aire de stockage de Hassi-Mel, où chaque soir, ils prenaient une quantité d'huile c'est-à-dire par laquelle ils se réchauffaient et tout. Donc, sans connaître le risque exact que présente l'huile. Donc, il faut quand même veiller à informer les gens sur les risques des produits chimiques et ne pas, c'est-à-dire laisser, c'est-à-dire les différentes tranches que ce soit les citoyens ou c'est-à-dire au sein de l'entreprise, il faut qu'il y ait quand même une veille et sur le plan sécuritaire. Il y a aussi le décret exécutif 04-409 du 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux.
Les déchets spéciaux dangereux transportés doivent être contenus dans un emballage tenant compte de leur nature, de leur état et de leur danger. Donc, l'article 4 du décret 04-409 du 14 décembre 2004. Pour les rejets liquides, donc nous avons le décret exécutif numéro 06-141 du 19 avril 2006 définissant les valeurs limites des rejets d'effluents liquides industriels. Au sens du présent décret, on entend par rejet d'effluents liquides industriels tout déversement, écoulement, jet et dépôt d'un liquide direct ou indirect qui provient d'une activité industrielle. Les valeurs limites de rejet d'effluents liquides industriels sont celles fixées en annexe du présent décret. Donc, ce décret nous donne les seuils limites à respecter pour c'est-à-dire le traitement des eaux usées. Donc, ils doivent répondre à certaines exigences en matière de composés chimiques, que ce soit les nitrates ou les produits ou le sulfate ou les différents produits nocifs pour l'être humain, ou la faune et la flore en général. Donc, s'il y a par exemple un prélèvement de certaines eaux usées, donc certaines eaux usées, donc on fait un prélèvement et on va l'analyser. Donc, si ça dépasse les seuils limites, donc on doit bien sûr réaliser une station d'épuration qui traite ces effluents liquides avant de les jeter dans la nature. Donc, nous avons des normes, des seuils, limites à respecter selon la réglementation algérienne. Nous avons aussi le décret exécutif numéro 1023 du 12 janvier 2010 fixant les caractéristiques techniques des systèmes d'épuration des eaux usées. Le système d'épuration des eaux usées est un ensemble d'étapes de traitement des effluents collectés par un réseau d'assainissement permettant d'éliminer tout ou partie de leur charge polluante avec des procédés physiques, chimiques et biologiques mis en œuvre dans une station d'épuration. Maintenant, selon les nouvelles dispositions, toute entreprise, tout établissement classé de première et deuxième catégorie doivent être munis d'une station d'épuration pour le traitement des eaux usées, que ce soit les centrales électriques ou les entreprises industrielles de première et de deuxième catégorie. Le décret exécutif numéro 04-88 du 22 mars 2004 portant réglementation de l'activité de traitement et de régénération des huiles usagées considérées comme des huiles minérales qui, après usage, sont devenues inaptes à l'emploi auquel elles étaient destinées. Donc, les huiles usagées doivent être traitées et, bien sûr, le décret en question donne le procédé de traitement et les étapes à suivre pour, c'est-à-dire le traitement des huiles usagées. Les huiles usagées, ici en Algérie, sont gérées par le parc de Naftal. Donc, ils ont tout un parc où ils traitent l'huile usagée et ils la vendent par la suite. Donc, une tonne d'huile usagée traitée coûte actuellement entre 90 € jusqu'à 150 € la tonne. Donc, c'est de l'argent à gagner, bien sûr. Les rejets atmosphériques, décret exécutif 0638 du 15 avril 2006, réglementant l'émission dans l'atmosphère de gaz, de fumée, vapeur, particules solides ou liquides, ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce leur contrôle. Les installations générant des rejets atmosphériques doivent être conçues, construites et exploitées de manière à éviter, prévenir ou réduire à la source le rejet atmosphérique qui ne doivent pas dépasser les limites d'émission fixées au présent décret. Donc, c'est la même chose que les effluents liquides. Donc, il y a des seuils limites à respecter. Donc, ces seuils doivent être, bien sûr, les rejets doivent être conformes à la réglementation.
Je vous donne un exemple pour les cimenteries. Donc, il y a des analyses qui se font périodiquement et là où les composés, par exemple, le monoxyde de carbone, beaucoup plus, le CO2, les particules, les COV, les composés organiques volatiles, donc doivent répondre à certaines normes et ne pas dépasser les seuils limites exigées par la réglementation. Donc, il y a eu avant les cimenteries utilisaient des électrofiltres qui durait, la durée de vie, c'est 1 année. Maintenant, ils les ont changés par les manches, les filtres à manches dans la durée de vie est de 3 ans. Donc, il y a eu quand même une amélioration sur le plan environnemental, atmosphérique en particulier. Si on prend le cas d'une centrale électrique, nous avons tous les types de déchets. Donc, nous avons des déchets solides, nous avons des déchets liquides, des effluents liquides et des émissions atmosphériques polluantes. Donc, selon la réglementation, donc selon la loi 0119 du 12 décembre 2001, la gestion des déchets, en particulier les déchets solides, doit être suivie dès lors que le déchet quitte l'entreprise jusqu'à son point de traitement. S'il y a traitement, tout en ayant une idée sur les étapes intermédiaires entre la production, l'élimination et le traitement du déchet, dans le but de bien renseigner la fiche d'identification du déchet. Donc, cette démarche, elle remet en question le concept de la responsabilité sociétale de l'établissement classé dans le cadre du développement durable, c'est-à-dire suivre son déchet du point A au point Z. Donc, il ne faut pas le laisser comme ça dans la nature, le déversement dans la nature. Donc, il n'est pas recommandable. Donc, il faut suivre le déchet jusqu'au point final et comme ça pour éviter toutes sortes de pollution. Attendez. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer la fiche d'identification du déchet. Donc, est-ce que c'est lisible? Vous avez là la fiche d'identification. Oui, c'est lisible, oui. C'est lisible? C'est lisible, oui. Oui. Donc, vous avez là la fiche d'identification du déchet. Donc, il y a lieu de donner le nom du déchet, le site producteur, certificat d'acceptation préalable de l'établissement recevant le déchet. Donc, donner les différentes informations concernant le déchet. Donc, la production, l'origine du déchet, l'atelier producteur, la quantité, la fréquence de production, est-ce que c'est un déchet journalier ou occasionnel, le code de la nomenclature selon le décret donné pour la nomenclature du déchet, le conditionnement et les différentes propriétés physico-chimiques du déchet, même le transport, donc moyen de transport, le code du danger, la classe, le code de matière, le numéro de groupe, l'étiquetage, donc les premiers soins à donner dans le cas d'un déversement, les moyens d'extinction. Donc, c'est un moyen de bien gérer son déchet.
Donc, les caractéristiques du déchet, donc les constantes physiques, la température de cristallisation, bon, la température de fusion et tout. Et cette fiche d'identification doit être signée par le chargé du volet environnemental au sein de l'entreprise, sa fonction, bien sûr, le nom du chargé de ce volet et la date c'est-à-dire de départ, d'émission de cette fiche. Maintenant, si on vient voir ce qui se passe à l'international, bien sûr, pour la bonne gestion des déchets. Donc, vous avez, j'aimerais bien vous montrer cette vidéo. Donc, là, au niveau je vais vous donner une explication de ce qui se passe pour la gestion des déchets à l'international aux Pays-Bas. Donc, ils exploitent le déchet, les différents types de déchets dans la production du ciment. Donc, ils vont formuler un composé. Madame, on est toujours sur le fichier Word, donc il faut changer la fenêtre de partage. Ah, d'accord. Il faut revenir en plein écran comme tout à l'heure. Partage écran et puis... D'accord. Oui. Voilà. C'est bon? C'est bon? Pour l'instant. Oui. C'est visible? Là, on est toujours sur... Ah bon? Attendez. Essayez de cliquer sur partage et تحتها باش... D'accord. Voilà, c'est bon? Là, là, on voit l'écran. Oui. Donc, je reviens au début. Voilà. Voilà, on initialise. Oui. Voilà, c'est bon. Donc, je disais pour l'exploitation des différents types de déchets au niveau des cimenteries, il y a une préparation, c'est-à-dire d'une certaine matière alternative au gaz naturel. Elle est composée de différents types de déchets. Il y a des déchets domestiques, des déchets ménagers, il y a des déchets industriels. Alors, tout ce qui est déchets ménagers, les boues, les huiles usagées, donc les pneumatiques aussi. Il prépare un certain produit pour l'utiliser comme matière alternative au gaz naturel. Comme ça, ils vont économiser l'utilisation du gaz naturel. Donc là, c'est des matières premières, tout ce qui est matière sidérurgique, les déchets ménagers, des boues, papier, donc toutes sortes de déchets. Ils vont préparer un produit similaire, donc comme des copeaux. Après avoir fait le tri et tout, ils vont l'utiliser comme
matière alternative au gaz naturel. Voilà. C'est un partenariat qui a eu lieu en 2010. Donc, 2010, l'application a commencé en 2013. Donc, ils l'ont utilisé. C'est une expérience issue d'un partenariat entre l'Algérie et les Pays-Bas, où l'APRI a pris part de ce partenariat. Et ça a donné quand même de bons résultats. Voilà le combustible alternatif ici. Mais dommage, c'est-à-dire ils n'ont pas, il y a eu discontinuité de l'application du procédé. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant il y a eu c'est-à-dire des résultats probants, même sur le plan environnemental. Il y a eu, c'est-à-dire des analyses, l'analyse des émissions de gaz, des émissions atmosphériques. Ils ont été. Le bruit. Voilà. Non, bruit. Oui, C'est. la chaleur. La chaleur, il y a une fermentation, il y a un dégagement. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, on aimerait bien que ces expériences trouvent quand même, c'est-à-dire une oreille quand même ici en Algérie, et pourquoi pas les appliquer ces procédés dans nos entreprises, en particulier les cimenteries, puisque les factures énergétiques, gaz et électricité, c'est-à-dire c'est des sommes colossales à payer chaque mois. C'est donc c'est des sommes qu'on paye mensuellement. Même pour le gaz, c'est pratiquement, ça dépasse les 3 milliards. Et pour l'électricité, c'est pratiquement plus de 2 milliards à payer pour l'utilisation de l'électricité. Voilà. Donc, maintenant, on voit la deuxième vidéo pour la gestion des déchets. Première vidéo. C'est bon, Ghazal, Mademoiselle? C'est bon pour cette vidéo? on attend toujours le partage, donc essayez d'appuyer toujours sur le bouton Atani quand vous partagez l'écran. Il y a un bouton de validation. C'est bon? Pas encore, madame. Ah bon? Attendez. Donc, je dois partager.
comme ça, monsieur? Pas encore. Ah. Donc, c'est bon? Pas encore. Ah, je passe à autre chose, après je reviens. Je termine, après je reviens à la vidéo. Donc maintenant, on va voir donc, le cadre juridique relatif au contrôle technique des appareils de gaz et de vapeur pour la prévention contre les risques. Donc, nous avons les appareils... On n'avait pas encore partagé l'écran. Hein. Ah bon? L'écran n'est pas partagé. Ouais. La première étape, vous cliquez sur partager Melfort en haut. Puis vous choisissez soit fenêtre, soit écran. Après, il faut valider en bas. Il y a un bouton en bas où il faut partager encore une fois. Partager. C'est bon? Ah, là c'est bon. Ah oui, d'accord. OK. Mettez en diapo. C'est bon? C'est bon? Cliquez sur diapo pour le plein écran. Oui. Voilà. Donc, maintenant, c'est le cadre juridique relatif au contrôle technique des appareils de gaz et de vapeur pour la prévention contre les risques. Donc, vous avez les appareils à pression de gaz et les appareils à pression de vapeur, tels que les chaudières. Les appareils à pression de gaz, tout ce qui est bouteille de gaz, bac, réservoir, extincteur, ainsi de suite. Donc, cet appareillage est régi par deux textes principaux textes. Donc, c'est le décret exécutif numéro 90-245 du 18 août de 90 portant réglementation des appareils à pression de gaz. Et vous avez le décret exécutif numéro 90-246 du 18 août 90 portant réglementation des appareils à pression de vapeur. Donc, là, c'est-à-dire à la base de ces décrets, il y a des inspections qui se font au niveau des entreprises pour voir la validité des chaudières et c'est-à-dire des appareils à pression de vapeur tels que les chaudières et les appareils à pression de gaz tels que les bouteilles de gaz, réservoirs, extincteurs, voir aussi la durée de vie. Tout dépend de la durée de vie de l'appareillage, 6 mois, ça dépend, une année, faire des inspections, des contrôles périodiques pour assurer le bon fonctionnement de cet appareillage et de là, c'est-à-dire éviter les risques industriels. Le cadre juridique relatif à l'utilisation de l'amiante. Donc, j'ai fait exprès d'exposer ce point parce que jusqu'à présent, il y a des établissements conçus, qui sont réalisés avec quand même une quantité d'amiante, que ce soit dans la toiture ou les murs, tels que les anciennes écoles, les hôpitaux. Donc, il faut revoir tout ça et éliminer carrément l'utilisation de l'amiante. Donc, l'amiante est un composé très toxique et nocif pour l'organisme. Sa composition est à l'origine de plusieurs maladies très graves, dont le cancer des poumons. Les deux textes suivants complémentaires déterminent avec exactitude les mesures préventives contre l'utilisation de l'amiante. Il y a le décret exécutif numéro 99-95 du 19 avril 99 régissant la prévention contre les risques de l'amiante. Il y a aussi le décret exécutif numéro 09-321 du 8 octobre 2009
modifiant le décret exécutif numéro 99-95 du 19 avril 99 régissant la prévention contre les risques de l'amiante. Maintenant, on ne peut pas parler de protection de l'environnement sans parler de fiscalité écologique. Si la fiscalité verte rapporte des recettes à l'État, son objectif est aussi de modifier le comportement des entreprises. Pour autant, le système fiscal algérien accorde une place très limitée aux taxes vertes et prévoit de multiples exemptions. Le décret exécutif numéro 07-300 du 27 septembre 2007 fixant les modalités d'application de la taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles. La taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles concerne la charge de pollution rejetée dépassant les valeurs limites fixées par les dispositions du décret exécutif numéro 06-141 du 19 avril 2006 suivisé. Décret exécutif numéro 07-299 du 27 septembre 2007 fixant les modalités d'application de la taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d'origine industrielle. Donc, tout pollueur est payeur. Donc, toutes les activités qui génèrent une pollution, que ce soit atmosphérique ou des effluents liquides ou des déchets solides, c'est-à-dire il faut quand même payer des taxes pour c'est-à-dire pousser les gens à prendre ou à entreprendre des actions pour la protection de l'environnement et minimiser c'est-à-dire la production des déchets. La taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d'origine industrielle concerne les quantités émises dépassant les valeurs limites fixées par les dispositions du décret exécutif 06-138 du 15 avril 2006. Donc, on va voir, je vous donne un exemple sur la taxe appliquée. Voilà. Est-ce que c'est visible? Oui. 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 Donc, avant, on appliquait la loi de finances de 2002 pour la taxation écologique. Maintenant, c'est-à-dire la fiscalité écologique s'appuie sur la loi de finances de 2018, là où il y a des taxes à payer, bien sûr, pour les différents types de déchets au sein des entreprises. Donc, vous avez les différents types de déchets. Par exemple, la taxe sur les carburants. Donc, vous avez pour l'essence normale super ou avec plan, c'est 0,1 dinar le litre. Le gasoil, 0,3 dinar le litre, puisque le gasoil est beaucoup plus polluant que l'essence. Vous avez la taxe, par exemple, spécifique sur les sacs en plastique. Le montant de cette taxe est de 40 dinars par kilogramme sur les sacs en plastique importés et ou produits localement. Le produit de cette taxe est affecté comme suit: 27% au Fonds national de l'environnement et du littoral et 73% au budget de l'État. Vous avez la taxe, par exemple, sur les pneus neufs importés. Donc, cette taxe concerne uniquement les pneus importés. Son montant est fixé comme suit. Vous avez 750 dinars par pneu destiné aux véhicules lourds, 450 dinars par pneu destiné aux véhicules légers.
Les revenus de cette taxe sont affectés comme suit: 35% au profit des communes, 35% au profit du budget de l'État et 30% au profit du Fonds spécial de solidarité nationale. Vous avez aussi les taxes sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes. La taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes est fixée à 18 750 dinars par tonne, importée ou fabriquée sur le territoire national et dont l'utilisation génère des huiles usagées. Les revenus de cette taxe sont affectés comme suit: 34% au profit des communes pour les lubrifiants et préparations lubrifiantes fabriquées sur le territoire national et au profit de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales pour les huiles lubrifiantes et préparations lubrifiantes importées. Vous avez 34% au profit du Fonds national de l'environnement du littoral et 32% au budget de l'État. La taxe sur les produits, bon, je vous donne quelques exemples parce que c'est quand même consistant. La taxe sur les produits pétroliers, donc la TPP constitue un outil efficace de réajustement des prix des carburants en fonction des impacts socio-économiques et budgétaires attendus. Donc, elle s'applique sur les produits pétroliers ou assimilés, importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée, selon les taux ci-après. Vous avez l'essence super, donc c'est 1400 dinars par hectolitre. Vous avez l'essence normale, c'est 1300 dinars le hectolitre. L'essence sans plan, 1400 dinars hectolitre. Le gasoil, 400 dinars le hectolitre. Et vous avez l'essence, le GPLC, donc sans changement, c'est selon la loi de finances de 2002. Donc, on a d'autres taxes, bien sûr. La taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles. Donc, vous avez vous avez 34% au Fonds national de l'environnement et du littoral, 16% au Fonds national de l'eau, 34% aux communes, 16% au budget de l'État. Et bien sûr, cette taxe est déterminée en référence au montant de base annuel fixé par voie réglementaire un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5 en fonction du taux de dépassement des valeurs limites. Les valeurs limites, bien sûr, données par le décret que j'ai évoqué. La taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d'origine industrielle, de même, c'est-à-dire c'est la même procédure que pour les effluents liquides, donc toujours avec un coefficient donc, de 1 à 5 et le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire avec les valeurs, c'est-à-dire selon les valeurs limites dépassées. Donc, c'est une multiplication à faire avec le coefficient multiplicateur allant de 1 à 5. Et toujours, le revenu de cette taxe est affecté comme suit: 50% au Fonds national de l'environnement du littoral, 33% au budget de l'État, 17% aux communes. Voilà un exemple, c'est-à-dire pour la taxation écologique. Donc, le cadre juridique régissant aussi les vibrations sonores dans les établissements classés. Donc, les nuisances sonores sont considérées comme pollution, c'est-à-dire environnementale, parce que c'est une agression pour c'est-à-dire tout ce qui est environnement professionnel ou autre. Donc, il est régi, donc les vibrations sonores sont régies par le décret exécutif numéro 93-184 du 27 juillet 93, réglementant l'émission des bruits dans les établissements classés. Le présent décret a pour objet, en application des dispositions de la loi numéro 03-10, donc je vous ai dit que cette loi, c'est le pilier du management
environnementale. Donc, le présent décret réglemente l'émission des bruits et fixe des normes relatives aux nuisances sonores. Donc, le seuil limité en industrie, il est à 85 décibels. Maintenant, il y a aussi un phénomène qui est très courant dans notre pays, c'est les constructions illicites qui agressent bien sûr l'environnement. Donc, c'est les textes régissant la conformité des constructions. Donc, il y a la loi 0815 du 20 juillet 2008 fixant les règles de la mise en conformité des constructions et leur achèvement. Donc, régularisation des constructions illicites sans permis de construire, qui sont construites d'une manière aléatoire, dans les lits de l'oued, à proximité des ouvrages énergétiques de première catégorie, que ce soit les centrales électriques ou les centrifugeurs ou les gazoducs, les oléoducs, les pipes. Donc, c'est très courant dans nos villes, que ce soit au centre, est et ouest, au sud, bon, le sud plus ou moins, parce que c'est vaste, mais au nord, il y a ce phénomène-là de construire à proximité des ouvrages énergétiques ou sous tension carrément, les câbles haute tension, les gazoducs haute pression. Donc, c'est très courant ce genre de choses. Il y a l'arrêté interministériel du 14 juin 2011 fixant les limites du périmètre de protection des ouvrages et infrastructures énergétiques. Donc, cet arrêté, bien sûr, il est fait quand même sur mesure, je dirais. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide quand même juridique. Comment ça se fait dans des zones agglomérées, par exemple, pour les câbles haute tension, on laisse 5 mètres de part et d'autre. Et dans des zones non agglomérées, dans des zones, par exemple, éparses, on laisse 25 mètres, alors que le risque est majeur dans les zones agglomérées. De même pour les câbles de moyenne tension. De même aussi pour les canalisations de gaz haute pression. Alors, on laisse pour c'est-à-dire si on applique cet arrêté, pour le gaz naturel, on laisse, tout dépend s'il est dans une zone industrielle, il y a lieu de laisser 10 mètres de part et d'autre, alors que le risque est majeur. Donc, avant, on appliquait le 84, le 0584, qui stipule qu'il faut laisser 75 mètres de part et d'autre. Donc, en général, normalement, il faut appliquer le premier test qui est quand même plus logique que cet arrêté. Donc, il faut, avec les 75 mètres, et le risque existe toujours. Hein. Le risque existe toujours. Donc, surtout pour les conduites de gaz et pipe et oléoduc. Le décret exécutif 09-154 du 2 mai 2009 fixant les procédures de mise en œuvre de la déclaration de mise en conformité des constructions. Donc, tout ce qui est bien sûr, sur le plan urbanistique, comment régulariser nos constructions. Donc, engagement des entreprises en faveur d'un environnement sain. Quels sont les engagements? Identifier et évaluer les risques environnementaux, appliquer les référentiels réglementaires, mettre en place des acteurs chargés de la gestion environnementale dans les sites de production, former et responsabiliser les acteurs chargés de la gestion environnementale, améliorer les performances par la réduction des taux de rejet dans l'air et le milieu marin, évaluer régulièrement l'impact des activités sur l'environnement et communiquer en direction du personnel et des sous-traitants. Donc voilà les actions à entreprendre pour assurer un environnement sain dans nos établissements classés à caractère énergétique, industriel ou autre.
Et je Madame, vous... il reste combien de slides, s'il vous plaît? C'est bon? Comment? Je voulais savoir combien de slides il reste pour gérer un peu le temps, parce que on a Normalement, dépassé c'est un bon. peu le J'ai délai. terminé la communication. Très bien. Donc, je vous laisse finir. Oui, j'ai terminé normalement, c'est bon. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cette riche présentation Merci. avec beaucoup de lois qui Oui, régissent un peu la réglementation environnementale. oui. Donc, je vous invite à poser vos questions. Donc, soyez direct, présentez-vous d'abord et puis la question, posez la question. À vous le micro. Oui. Donc, je me présente. Oui, Je me présente et je pose des questions. non, j'ai invité les invités à poser leurs questions. Oui, le Donc, débat, c'est le quelqu'un qui débat. veut poser le débat, Oui, pour voilà. les participants. Oui, pour les participants. Exactement. D'accord. D'accord. Donc, Donc, si vous salam avez des alaikum. questions, comme ça, là. Donc, je me présente, c'est M. Tahari Mohamed, responsable central de l'environnement à l'ENCC. Oui. Donc, Enchanté, monsieur. je vous remercie, madame, enchanté, oui, je vous remercie, madame, pour cette très riche présentation. Et je remercie aussi l'association pour cette opportunité. Donc, voilà, je souhaite aborder la question du décret de la dernière chance pour les installations déjà existantes. Comme vous le savez, la date limite de dépôt des dossiers de demande d'exploitation était fixée au 31/12/2023. Donc maintenant que cette date est dépassée, je me demande si vous avez des informations sur ce qui va se passer ensuite. Est-ce qu'une deuxième prolongation des délais est prévue ou bien une nouvelle procédure sera mise en place? Merci. Oui, oui. Normalement, vous savez, il y a un problème qui se pose concernant l'arrêté d'exploitation, surtout pour les entreprises qui sont réalisées sur des ouvrages énergétiques, là où la question se pose réellement. Dernièrement, il y a eu une dérogation. Donc, pour toutes les entreprises non détentrices de l'arrêté d'exploitation, donc ils ont émis une dérogation ministérielle pour régulariser directement ces entreprises. Chose qu'on ne comprend pas jusqu'à maintenant, puisque le risque est majeur. Donc, comment faire une dérogation, c'est-à-dire ce genre de dérogation pour les entreprises à proximité des ouvrages, c'est-à-dire là où le risque est majeur. Donc, et là, ce problème a créé quand même une certaine réticence par les autres établissements, parce que vous savez, de bouche à l'oreille, et ils sont au courant de ce qui se passe réellement sur terrain et comment faire des dérogations pour certaines entreprises et non pas pour les autres. Et on est resté figé face à cette problématique. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une solution concrète, c'est-à-dire qui s'applique d'une manière légale, voilà, pour, c'est-à-dire régulariser ce genre de situation. Voilà. Merci, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une autre question, s'il vous plaît. Vous pouvez écrire allô? si vous avez... Oui, voilà. Allô? Oui, je vous Vous écoute. m'entendez? Oui, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Salam Oui. alaikum ou sahaftourkoum. Merci.
Alors, c'est Mademoiselle Badawi Wassila. Je suis ingénieure en environnement. Merci beaucoup pour la présentation, Madame Yatek Saha. C'était vraiment très, très riche. Et je pense que c'était un casse-tête chinois pour les personnes qui ne sont pas dans le domaine. Parce que c'est très profond. Oui. Tout à fait. Tout à fait. C'est très profond et en même temps très, très intéressant. Oui, Alors, je fais exprès, Madame, de donner, c'est-à-dire au-delà des textes législatifs, j'ai essayé de toucher quelque part certaines problématiques qui se posent sur terrain. Vu que mon parcours, c'est-à-dire vu que mon parcours professionnel, c'est-à-dire j'ai eu l'expérience, l'occasion c'est-à-dire de vivre des situations pareilles et d'être face à ce genre de problématiques. Et voilà, j'ai fait exprès de toucher quand même, non pas uniquement la réglementation, mais certaines problématiques qui se posent sur terrain. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Yatek Saha. Donc, ma question sera portée sur la loi 0420 relative à la prévention des risques majeurs. Donc, pour les entreprises qui ont déjà un système de veille légal, donc ils seront appelés à évaluer cette loi. Bon, par rapport à ma première lecture de la dite loi, comme il n'y a pas de décret d'application, des arrêtés et tout, je ne vois pas comment, bon, je parle par rapport à l'entreprise dans laquelle j'exerce, je ne vois pas comment on va faire pour savoir si nous, en tant qu'entreprise, on est sujet à tel ou tel risque majeur ou non. Et si oui, quelle est la procédure à mettre en place pour éventuellement faire face à tel ou tel aléa. Sachant que la loi elle-même parle de zonification de risque, d'élaboration d'un plan général de prévention, de sites sensibles, pas mal de notions, je dirais, le rôle et les rôles et les responsabilités ne sont pas très bien définis pour éventuellement réaliser toutes ces études et tous ces plans. Voilà, donc je ne sais pas si… Oui, je vous ai compris. Donc, d'abord, si vous avez des études, l'étude d'impact sur l'environnement et l'étude de danger, à savoir la classification de votre établissement, est-ce que c'est la première catégorie ou deuxième ou Oui. Justement, madame, la loi ne parle pas de ça. Elle ne parle pas par rapport à la classification des entreprises concernant les différentes catégories. Elle parle en amont, elle parle, déjà, il faudrait qu'il y ait un travail en amont de zonification des communes, des villes et tout, pour tel ou tel risque. Déjà, il faut qu'il y ait une cartographie. Suite à cela, il faut qu'il y ait un plan général de prévention. Alors, ce plan général de prévention, qui doit le faire, ce n'est pas clair. Puis après, vers la fin, la loi parle de plan ORSEC et de plan de PPI, le plan particulier d'intervention. Exactement. Voilà. Est-ce que ça relève des bureaux d'études? Parce que c'est des études qui sont réglementées. Donc, c'est à eux de classifier l'entreprise. Non, mais écoutez, madame, à travers l'étude d'impact sur l'environnement et l'étude de danger, si ces études-là, elles ont été bien établies, bien étudiées, et ils font apparaître tous les risques de l'entreprise, c'est-à-dire les risques, l'impact de l'activité industrielle, l'impact de votre activité industrielle sur l'environnement et notamment les risques de l'activité qui touchent directement l'effectif, le personnel et les populations avoisinantes à l'établissement classé. Donc, tous ces risques-là,
vous pouvez, c'est-à-dire évaluer les risques. Si, par exemple, ça relève des prérogatives de l'ingénieur HSE, normalement, il doit faire une cartographie concernant les risques existants au sein de l'établissement, que ce soit les risques sur l'environnement, concernant l'environnement, ou les risques, c'est-à-dire industriels, Les risques techniques. Enfin, professionnels beaucoup plus. Voilà, le risque chimique, physique, ainsi de suite. Et là, il peut, c'est-à-dire faire apparaître certains risques qui sont majeurs. Par exemple, dans l'étude, il y a un point très important qu'on n'aborde pas ces derniers temps, c'est l'étude géophysique du sol, là où est réalisé l'établissement classé. Donc, si par exemple l'établissement classé, et on a vu des cas sur terrain, si l'établissement classé est réalisé sur un terrain glissant, par exemple, ou un terrain sismique, par la suite, ça provoque une certaine instabilité de l'établissement classé. Soit par la suite, il y a un glissement ou des inondations, donc c'est un risque majeur. On peut identifier par la suite le risque, c'est-à-dire s'il y a une présence d'un risque majeur ou pas. Vous avez compris? Oui, je vous ai compris. Il faut revoir les études, il faut revoir. C'est une solution clé. Et il faut aussi revoir le point de l'étude géotechnique du sol, si elle est évoquée dans l'étude. Parce que généralement, c'est-à-dire on n'aborde pas ce point. Comme je vous donne un exemple, comme la centrale électrique de Boufarik, elle a été réalisée sur un terrain glissant. Et, en hiver, il y a toujours des inondations et jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à régler ce problème. D'accord. C'est un risque majeur du moment que l'activité, c'est la production d'électricité. Et avec, vous savez, quand il y a une forte pluviométrie et tout, avec des inondations, ça provoque quand même une électrification générale. Oui. Voilà. D'autres questions, s'il vous plaît? Ouais. Donc, s'il y a d'autres questions. Après, madame, il y a 2 personnes qui sollicitent s'il y a possibilité de recevoir la présentation par email, leur envoyer, de partager le PowerPoint en PDF ou là. Oui. Par mail. D'accord. Ok, d'accord. Pas de problème, pas de souci. Ils me donnent leur adresse email et je leur transmettrai la communication. Là, ils ont partagé dans le chat. D'accord, je verrai. On va les recopier. D'accord, je verrai. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, c'est Leïla Belhassan, c'est ça? Qui est là, qui est une étoile brillante. Bon, on n'a pas donné son nom. Sahari Mohamed. Il y a Aman Dam. Voilà. Il y a Zahra Smati, c'est ça? Donc, ils vont rester dans la messagerie, comme ça, on va copier les emails ou on va tourner. Voilà. Préférence. S'il n'y a pas de questions, on va clôturer parce que déjà là, on a dépassé largement le temps. D'accord. Donc, voilà, encore une fois, merci beaucoup, madame. Merci pour cette présentation. Je vous remercie également. Voilà, merci pour votre contribution, pour votre implication dans l'association et surtout cette formation très enrichissante qui va servir que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les cadres d'entreprise. Exactement. Je vous remercie également pour votre
Ouais. En tout cas, elle est enregistrée. Dès qu'on finisse le programme webinaire de ce Ramadan, Oui, juste après l'Aïd, on va commencer à publier les vidéos enregistrées. d'accord. Donc, comme ça, vous aurez les vidéos de la présentation par mail. D'accord, d'accord. Je vous remercie, monsieur. Je remercie toute l'assistance et pour votre détermination et votre engagement. Merci, Sahashourkom, et à la prochaine, Inch'Allah, à bientôt. Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Merci. Inch'Allah, Merci. ça va faire. Merci à tous et à tous. Merci à vous. Merci pour la Merci. participation. Merci bien. Au revoir. Au revoir.